Bonsoir, dernier espoir de paix en Yougoslavie. Un cessez-le-feu a été signé cet après-midi sous l'égide de la CEE. Un cessez-le-feu réel, total et immédiat. Ce sont les termes du médiateur européen Lord Carrington. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Mais pour commencer ce journal, nous avons choisi de vous montrer une image, celle de 10 jeunes au sommet du Mont Blanc. Pas n'importe quels jeunes. D'habitude, ils sont derrière les barreaux, prisonniers à Fleury-Mérogis. Les images sont du magazine Montagne. Commentaire, Jean-Marc Pitt. Hier, à 1h30 du matin, le Mont Blanc a vu une drôle d'équipe s'attaquer à son sommet. Depuis qu'il existe, le Toit de l'Europe en avait rencontré de toutes sortes. Mais des jeunes détenus toxicomanes, le directeur de leur prison, un juge, un procureur, des gendarmes et des CRS rassemblés en une même cordée, c'était pour sûr une première. Je les ai choisis parce qu'ils avaient des situations personnelles difficiles. Des peines longues, des problèmes familiaux, des difficultés d'insertion. Ils étaient tous volontaires. C'est moi qui les ai sollicités. Mais ils étaient d'accord pour venir. Le but de cette opération, rassembler en une expérience collective des individus dont les rapports sont ordinairement conflictuels. Il s'agit de leur avoir montré qu'un juge était aussi un homme, qu'un procureur était un homme, qu'un policier, un gendarme avait exactement les mêmes réactions qu'eux, étaient susceptibles d'être crevés, pardonnez-moi l'expression, lorsqu'on rentre du Mont Blanc. Maintenant, nous avons eu des discussions d'homme à homme, mais leur rappelant aussi tout à fait clairement qu'il y a des moments où ça n'allait pas. Nous les jeunes, on n'a pas des beaux contacts avec les juges, les CRS et tout ça. Bon, déjà le fait de vivre avec eux 4 jours, quoi, de les voir autrement que derrière des bureaux, ça m'a fait plaisir, quoi. Pour la plupart, ces jeunes n'avaient jamais vu la montagne. Et sur les 10 qui se sont lancés dans cette aventure, 7 sont parvenus à vaincre leur fatigue pour atteindre le sommet. Lorsqu'on sera sur notre lit, on pourra rêver encore. On pensera à tout ça. Mais sinon, bon, on ne se faisait pas d'illusions. Hein. On ne nous a pas offert la liberté, hein, pas encore. Pas la liberté, mais peut-être le goût de la retrouver. En Yougoslavie, l'Europe a donc peut-être réussi ce qui paraissait impossible depuis plusieurs jours, imposer un cessez-le-feu réel. Il a été signé cet après-midi par les présidents serbes et croates. Reste une question, cette trêve sera-t-elle respectée? Memona Interman. Lord Carrington a donc réussi un tour de force. Faire signer un nouveau cessez-le-feu par le président croate Stipe Mesić et le président serbe Milosevic. Fait important, pour la première fois, le ministre yougoslave de la Défense a lui aussi signé le texte du cessez-le-feu. Ce texte est presque le même que celui du 2 septembre. Il prévoit le retrait des armées de leur position, la démobilisation de toutes les forces paramilitaires, dont la garde croate, le retrait de l'armée fédérale dans ses casernes. C'est la dernière chance pour la paix, a commenté tout à l'heure Lord Carrington. Interrogé sur le rôle d'une force européenne, Lord Carrington a répondu « Je ne crois pas à une intervention militaire dans cette situation ». Cette réponse illustre les divisions entre Européens. Les 12 ministres des Affaires étrangères se retrouveront une fois de plus en Hollande jeudi. Objet du débat, l'envoi d'un contingent de l'UEO en Yougoslavie. L'Union de l'Europe occidentale est en effet la seule organisation européenne compétente en matière de défense. Mais c'est une organisation laissée volontairement en sommeil par les États membres. C'est la France, la première, qui a lancé l'idée d'une force d'interposition. Les Britanniques sont très réticents. Les Italiens sont pour une force musclée, capable d'intervenir efficacement si besoin. Entre les deux positions, il y a des nuances qui risquent de conduire, une fois de plus, à ne rien faire. Et le cessez-le-feu paraît d'autant plus fragile que quelques heures avant cette signature, les combats redoublaient de violence. D'un côté, les Croates continuaient d'encercler les casernes, de l'autre, l'armée fédérale lançait un vaste blocus contre les principaux ports croates. Hélène Frandon. Alerte aérienne à Zagreb cet après-midi, quelques minutes seulement après la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Serbes, Croates et armée fédérale. Une armée qui accentue en fait la pression à l'intérieur de la Croatie. À l'est, en Slavonie, de plus en plus isolée, les combats font rage. À Petrinja, ils ont fait 2 morts et 65 blessés en 24 heures. L'explosion d'un dépôt contenant 90 tonnes d'ammoniac ferait même craindre une catastrophe écologique. Sur la côte adriatique, le trafic est devenu impossible.
Exemple à Zadar, une ville portuaire touristique transformée en ville fantôme. Presque tous les magasins sont fermés. Les habitants vivent terrés chez eux. Ils ne reçoivent plus Radio Zagreb, bombardé hier par l'armée. Et l'attente fait grimper la colère. Nous n'abandonnerons pas Zadar à ces assassins, ces bandits, ces barbares. Ils ne respectent rien, même pas les églises. Ils bombardent les hôpitaux et les crèches. Depuis ce matin, Zadar, Rijeka et tous les autres grands ports sont paralysés. Au large, la marine yougoslave patrouille. Elle a averti qu'elle tirerait sur tous les navires qui s'aventureraient dans ses eaux. Au Proche-Orient, la conférence de paix semble suspendue à une sorte de marchandage entre Israéliens et Américains. Nouvel ultimatum de James Baker, en visite aujourd'hui dans la région. Les États-Unis ne débloqueront leurs 10 milliards de dollars que sous certaines conditions et ils adoptent une position de fermeté. Joël Hazard. Les sourires étaient de façade ce matin à Jérusalem, car le différend qui oppose James Baker et Isaac Shamir sur l'aide américaine à l'intégration des Juifs soviétiques reste entier. Certes, James Baker a fait une concession, une offre de soutien financier limitée, mais pas avant 4 mois et pas sans condition. À prendre ou à laisser a même averti le secrétaire d'État américain. C'est la première fois depuis l'élection de George Bush que la diplomatie américaine se montre aussi ferme à l'égard de l'allié hébreu. Pas question pour Washington d'accorder à Israël à un moment aussi important les 10 milliards de dollars réclamés. Question de crédibilité pour la Maison-Blanche qui s'est fait fort de convoquer d'ici un mois une conférence de paix. Si nécessaire, j'utiliserai mon droit de veto si le Congrès ne me suit pas, a lancé George Bush. Il faut donner une chance à la paix. En effet, l'emprunt de 10 milliards demandé par Israël est en partie destiné à coloniser les territoires occupés. 1 million de juifs soviétiques sont candidats à l'émigration. L'objectif déclaré du gouvernement Shamir est de les installer en Cisjordanie dans ces villages préfabriqués. La poursuite des implantations israéliennes en Cisjordanie constitue pour les pays arabes la pierre d'achoppement dans toute discussion de paix au Moyen-Orient. Washington exige donc d'Israël un gel de ce processus qui risque de compromettre la tenue d'une conférence de paix. Face à la détermination américaine, Israël ne semble pas avoir de choix. En France, le procès du racisme a eu lieu ce matin à Grasse. 26 membres d'un groupuscule d'extrême droite ont dû répondre de plusieurs attentats. Leur cible, la CGT, le PC et un foyer Sonacotra. Ces attentats avaient fait 1 mort et plusieurs blessés et le réquisitoire vient de tomber. Jérôme Catala. 2 et 3 ans de prison requis contre Gilbert Hervauchon et Nicolas Gouge, membres du PFNE, le Parti nationaliste français et européen. Les 2 hommes sont considérés comme les cerveaux des attentats qui ont frappé la Côte d'Azur entre 1985 et 88. Ils étaient jugés aujourd'hui devant les tribunaux correctionnels de Grasse pour association de malfaiteurs, mais ils comparaîtront le mois prochain à Nice devant une cour d'assises spéciale. Principale accusation, les 2 attentats de 1988 contre des foyers Sonacotra de Cannes-la-Boca et Cagnes-sur-Mer. Des attentats qui avaient fait 1 mort, un ouvrier roumain, et une vingtaine de blessés. 2 autres attentats à la bombe avaient eu pour cible en 85 et 87 des locaux du Parti communiste français et de la CGT. Pour l'ensemble de ces faits, 26 personnes ont été inculpées. Aujourd'hui, outre les peines de 2 et 3 ans de prison, le ministère public a également requis des peines de 4 à 18 mois contre 3 autres prévenus. Politique, Jean-Marie Le Pen, sûrement dopé par les scores de ses candidats, ne veut pas passer inaperçu. Il a voulu intervenir lors des travaux de la commission d'enquête sur le financement des partis. Interdiction du président de séance, mais il s'est tout de même exprimé à la sortie. Charles Sanviti et Marc Doux. Du monde à la première et du suspense. Première fois en effet qu'une commission d'enquête parlementaire lève le secret de ses débats. Côté suspense, c'est Jean-Marie Le Pen présent et non invité. Aujourd'hui, la commission entendait des trésoriers et eux seuls, ceux de la campagne présidentielle de 88. PC et Vert étaient là. Pour le Front National, Jean-Marie Le Pen, président, et donc pas convoqué. Incident garanti et rappel à l'ordre de Pierre Mazot, le président de séance. Je vous prie de bien vouloir vous taire. Monsieur le Président, alors je demande aux huissiers de bien vouloir vous raccompagner, car je dois assurer la police de cette commission et vous n'y prendrez pas la parole. Et conduit, l'intéressé improvise un point de presse, communiqué, déjà rédigé. Il n'est jamais rien sorti de clair ni de vrai de ces commissions composées des hommes des partis de pouvoir qui ont le plus grand intérêt à l'obscurité et à l'opacité. La glasnost, c'est bon pour les autres, l'amnistie, c'est meilleur pour eux. Haro sur le Parlement, sur ses commissions. Aujourd'hui, la publicité des débats a surtout profité à Jean-Marie Le Pen.
Et la politique fait décidément dans le spectacle, volontaire ou improvisé. Ce matin, la séance extraordinaire du Conseil général du Val-de-Marne a tourné à l'explication musclée. Interruption de séance et débat houleux. Au centre des discussions, les derniers événements en Union soviétique. Reportage Véronique Gorel et Yves de Wulf. Mais attendez, Monsieur le Président, je vous explique mon raisonnement. Je vous explique mon raisonnement. Ou vous me parlez du jumelage, ou j'arrête la séance. Pour l'opposition, l'occasion était trop belle et les questions de jumelage subsidiaires. Dans ce fief communiste du Val-de-Marne, fédération de Georges Marchais, les conseillers généraux UDF-RPR, eux, veulent débattre de la situation en URSS. Rappel au règlement, interruption de séance, et c'est Gaston Viens, le maire d'Orly, exclu du PC en 1989, qui enfonce le clou. L'ordre du jour est définitivement oublié. Nous ne pouvons pas faire le point, aujourd'hui, de nos relations de jumelage avec la région de Moscou, sans parler de ce qu'ont été ces relations au cours de cette période dramatique. Je lève la séance, tu m'excuseras, la séance est suspendue. La séance est suspendue. Je mets à votre disposition une salle comme vous voulez pour parler à la presse de vos positions. Salini, on n'a pas droit à la parole dans cette assemblée. Allons, voyons, et la liberté d'expression. C'est la place du colonel Fabien ici. Ce sont pas des... Nous sommes démocratiquement élus, on est exactement comme là du colonel Fabien, avec ses chevaliers à la triste figure. C'est 19 août dans le Val-de-Marne, c'est la même chose, nous on continue. Séance levée après 2 heures d'invectives, cette session extraordinaire du Conseil général du Val-de-Marne portait bien son nom. Plus calmement, les syndicats veulent prendre l'affaire des irradiés de Forbach en exemple. Force ouvrière a décidé de se porter partie civile ce matin et demande à rencontrer le ministre du Travail, Martine Aubry. C'est pour eux une façon de mettre en lumière les risques encourus par les travailleurs intérimaires. Selon les statistiques, ils sont en effet 2 fois plus exposés que les autres aux accidents du travail. Agnès Molinier et Victor Ariche. Cet accident est une simulation dans le cadre d'une vidéo de sensibilisation du syndicat des professionnels du travail temporaire. Mais c'est pratiquement ce qui est arrivé à Yannick il y a 4 ans. J'étais employé dans une boîte intérimaire qui m'avait demandé de faire une mission dans une entreprise en tant que mécanicien monteur. Et j'ai fait une manutention avec une machine qui s'est retournée sur moi. Et j'ai jamais eu le temps de réagir. Aujourd'hui handicapé, Yannick ne peut plus exercer son métier et il est encore en procès. Dans ce type d'affaires, qui est responsable? D'après le Code du travail, c'est l'entreprise utilisatrice. Mais pour la sécurité sociale, ce sont les 2 partenaires qui doivent assumer la couverture de l'accident. Un contrat est signé entre une entreprise utilisatrice et une entreprise d'intérim. L'entreprise d'intérim ne vérifiera pas si on fait faire de la manutention à un monteur en charpente ou si on ne l'utilise pas dans une autre filière. Le risque au travail est plus grand pour l'intérimaire. 12% d'accidents contre un peu plus de 5% sur l'ensemble des salariés en 89. Même si elles font de plus en plus de prévention, les sociétés d'intérim reportent parfois leurs responsabilités sur le salarié. Si le risque de l'intérimaire est en effet statistiquement plus grand, c'est souvent parce qu'il s'agit de gens jeunes et moins expérimentés, si vous voulez, que les travailleurs permanents. Et puis n'oubliez pas qu'ils changent souvent de site dans lesquels ils travaillent, ils vont d'une entreprise à l'autre, et par conséquent, il y a une période d'adaptation qui, elle, probablement comporte des dangers potentiels. 4 ans après, le bilan de cet accident, c'est quoi? 4 ans après, c'est un combat. Un combat pour refaire toute une vie. Sa vie, Yannick aujourd'hui la consacre aux autres. Il est permanent à la Fédération des accidentés du travail. Et toujours dans le domaine du social, on l'a appris il y a quelques minutes, le directeur de l'UNEDIC a présenté sa démission. Le départ de Gabriel Mignot est dû à des divergences sur la gestion de la caisse d'assurance chômage. Une démission qui intervient au moment où l'on parle d'un déficit de 16 milliards de francs d'ici à 92 et au moment où l'on parle aussi d'augmenter les cotisations sociales. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France grâce aux images de nos stations régionales. Pascal Justice. 5 mineurs ont été condamnés à des peines de 8 à 20 ans de réclusion criminelle après une série de meurtres. Entre novembre 87 et juillet 88, la bande avait tué 4 personnes âgées et en avait agressé 4 autres dans la région de Rumilly, en Haute-Savoie. Avec eux, 2 adultes ont été condamnés à 15 et 18 ans de prison.
Le docteur Jean-Bernard Pinault a été remis en liberté hier soir. Le chirurgien cannois, ex-membre du Front National, était incarcéré depuis février dernier à la prison de la Santé à Paris pour tentative d'homicide sur Madame Martin, 75 ans, à qui il avait acheté un appartement en Viager. Jean-Bernard Pinault a toujours nié sa culpabilité. Les parents d'élèves qui occupaient depuis hier soir l'école de Vernègue dans les Bouches-du-Rhône ont obtenu satisfaction et libéré les 3 enseignants détenus. L'inspecteur d'académie a décidé de créer la 4e classe revendiquée par les parents. Un réseau d'escroquerie internationale portant sur les taxes de produits pétroliers vient d'être mis à jour dans les Ardennes. 4 personnes, dont 3 Belges, ont été interpellées. Depuis 1990, ils importaient du pétrole en Belgique sans acquitter les taxes sur les hydrocarbures, puis le revendaient en facturant les dites taxes à l'aide de fausses factures. Ce trafic leur aurait rapporté plus de 100 millions de francs. Dans la banlieue de Lorient, un hypermarché affiche tous ses produits en 2 langues, le français et le breton. Un argument commercial qui n'a pas été facile à réaliser à cause des termes modernes difficiles à traduire. À la caisse, on peut également remplir son chèque en breton, mais ça n'est pas une obligation. Jusqu'alors, les patrons français hésitaient à embaucher des aveugles. Ils n'ont plus ce soir aucune excuse. Du matériel informatique a été mis au point et adapté pour les non-voyants. Ils deviennent aussi performants que les autres. Un matériel haute technologie présenté aujourd'hui à Michel Gilibert, Dominique Dumas et Dominique Duchâteau. C'est une véritable révolution que vont vivre les non-voyants. Grâce à ce micro-ordinateur traducteur simultané de 80 caractères en braille, l'accès à la bureautique leur est désormais possible après un stage de plusieurs mois. Le problème jusqu'ici, c'était uniquement une question d'adaptation parce qu'effectivement, l'informatique, ça passe par l'écran et tant que le problème n'était pas résolu, eh bien, la personne non-voyante, effectivement, était bloquée. Des personnes aux déficiences visuelles plus ou moins graves suivent ces stages. Déjà, plusieurs non-voyants occupent des postes auxquels ils n'auraient jamais pensé. C'est un domaine tout à fait nouveau, donc je suis en train de me découvrir, de savoir mes capacités, mes possibilités. Autre nouveauté, la première boutique installée à Paris, près des Buttes Chaumont, présentant des matériels informatiques réservés aux non-voyants. Les chefs d'entreprise voyants sont également concernés. Il ne faut plus que le chef d'entreprise pense que ça va être une contrainte d'engager un handicapé. Mais je pense qu'il doit savoir que l'être en face de lui va être très performant, très motivé, et qu'en plus, on va lui faciliter à lui, chef d'entreprise, tout ce qu'il faut pour engager cette personne. Alors, allez-y, quoi. Gilbert Montagnier est satisfait après l'adoption en juillet dernier d'une loi rendant obligatoire les indications en braille dans les lieux publics. Ces progrès technologiques sont des pas supplémentaires pour les non-voyants qui veulent sortir de leur ghetto. Vous le savez, la rentrée, c'est la période des bizutages. Le plus souvent, cela reste bon enfant, mais il y a parfois des dérapages. Exemple d'une tradition respectée au lycée Stanislas, dans le 6e arrondissement à Paris. Christelle Méral et Antoine Roux. À genoux, regardez pas. À genoux, la tête en arrière, qui reste la langue, fermez les yeux. Avalez très rapidement, qui reste la langue, avalez très rapidement. Ouvrez la bouche, qui reste la langue. Des boulettes pour chiens, du sirop de menthe, du viandox et de l'huile de foie de morue. Ce sont quelques ingrédients de la soupe de Stan. L'absorption de la décoction nauséabonde, la dernière étape du bizutage de Stanislas, un collège de préparation aux grandes écoles. C'est drôle, mais je ferais pas ça tout le temps. Ça permet de connaître du monde et il faut se laisser faire, quoi, c'est tout. Même si on n'est pas d'accord? Même si on n'est pas d'accord. Depuis une semaine, les anciens préparent les nouveaux au Crapahut, la grande journée du bizutage. Au programme, les chants dans la rue ou les challenges sportifs. À Stanislas, comme dans la majorité des grandes écoles, le bizutage existe depuis toujours. Les épreuves ont partout le même but. C'est un rite d'intégration, c'est une cérémonie d'intégration qui fait que tous les bisus, tous les premières années vont se sentir ensuite à l'aise dans leur école et fiers de leur école. Si à Stanislas il n'y a jamais eu de débordement, certains bizutages dégénèrent. Aujourd'hui professeur, Jean a été gravement blessé lorsqu'il préparait à Amiens le concours de l'école vétérinaire. On m'a bandé les yeux, on m'a versé du colorant dilué dans de l'alcool à brûler. Enfin, je l'ai appris plus tard, puisque j'avais les yeux bandés. Puis on a approché une bougie pour simuler le marquage au fer rouge. Et là, j'ai pris feu. Donc tout de suite, enfin assez rapidement tout de même, ils m'ont emmené à l'hôpital. Ça m'a valu 15 jours environ d'hospitalisation. Et
2 à 3 mois d'arrêt. Malgré les dérapages et les retards scolaires qu'il peut entraîner, le bizutage est un rite bien ancré. Et pourtant, depuis 1924, il est interdit en France. Mais les chefs d'établissement peuvent délivrer des autorisations. Quant aux bizutages qui ont mal tourné, ils ont toujours été étouffés. Jamais une plainte n'a pu aboutir. Dans le bizutage, les plus forts font la loi en toute impunité. Lui, vous allez le voir, c'est un clown professionnel. Dans le civil, il s'appelle Howard Button. Il est docteur en psychologie. Sur scène, il s'appelle Buffo. Il fait l'ouverture de la saison du théâtre du Ranelagh. Et si vous voulez aller le voir, dépêchez-vous. Les dernières places s'arrachent. Il faut dire que son premier spectacle l'année dernière avait été un véritable succès. Dominique Poncet, Jean-Jacques Ledeuil. À le voir engloutir avec autant de candeur une banane, on ne dirait jamais que ce jeune Américain de 42 ans mène carrément de front 3 vies professionnelles. Il est écrivain, c'est lui l'auteur notamment de Quand j'avais 5 ans je m'ai tué, il est psychologue, spécialiste des enfants autistes, et aussi il est clown sous le nom de Buffo. C'est Buffo, Buffo, en italien ça veut dire comique. En fait, pour l'état civil, ce petit-fils de Grock s'appelle Howard Button. Buffo, c'est seulement quand il maquille sa figure de blanc et son nez de rouge. Il jargonne comme un bébé, il sait pas quand même, il n'a pas de langage à lui, il n'a pas de langue à lui, mais il a son langage. Il parlait avant, au début il parlait, et petit à petit, il cessait de parler. C'est pas mon idée de faire de la tragédie sur scène, mon idée c'est de faire rire, et si par ailleurs le personnage touche, tant mieux. Évidemment, il est plus que proche, il est là-dedans. S'il existait un pays des clowns, Buffo serait sans doute sacré roi, pour son extraordinaire capacité d'invention, sa sensibilité, sa poésie et sa délicatesse. Une dernière image pour terminer ce journal, celle de la planète Terre vue de 560 km d'altitude, lever de soleil splendide pour les astronautes de Discovery. Daniel Durandet. Ce n'est pas comme d'habitude une marche militaire qui a réveillé ce matin les 5 astronautes de Discovery, mais bien un tube des années 60. Une ballade d'Elvis Presley, en parfaite harmonie avec le spectacle grandiose, constitué de clairs de terre et d'aurores boréales, défilant à l'extérieur à plus de 28 000 km/h. C'était en fait aujourd'hui les derniers moments de détente pour les astronautes de cette 43e mission de la navette, qui devrait se terminer cette nuit à 2 h du matin, 8 h heure française, sur la piste de Cap Canaveral. Un premier atterrissage de nuit sur la piste de Floride, qui en cas de mauvais temps pourrait avoir lieu une demi-heure plus tard en Californie. Bonjour Discovery, dit le contrôle de Houston, êtes-vous solitaire ce soir? Paraphrasant ainsi la chanson de Presley. Réponse de l'équipage, non, non, pas du tout, tout va bien. En Coupe de l'UEFA, une dernière information pour les passionnés de football. Auxerre vient de gagner son match 1-0 à l'extérieur contre les Danois d'Icast. Prochain rendez-vous avec l'information, 22 h 10, soir 3. Tout de suite, la météo de Florence Klein. À demain 19 h, bonsoir.